Dans l'objectif de classer les atomes en fonction de leurs propriétés chimiques, plusieurs classifications périodiques ont été avancées par les chimistes avant même la découverte de l'électron. En 1869, le chimiste russe Mendeleïev avait établi la classification périodique pour les 63 éléments chimiques connus à son époque. Le grand intérêt était de proposer une classification systématique des éléments connus à l'époque en vue de souligner la périodicité de leurs propriétés chimiques et d'identifier les éléments qui restaient à découvrir, voire de prédire certaines propriétés d'éléments chimiques alors inconnus. Les atomes se répartissent en lignes et en colonnes de telle sorte que sur une ligne de gauche à droite, la masse atomique augmente, d'une ligne à une autre, elle augmente et la masse atomique augmente aussi. Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques analogues. Avec les connaissances actuelles sur l'atome, la classification périodique des éléments chimiques est en fonction de leur numéro atomique Z. Depuis la mise à jour de l'Union internationale de chimie pure et appliquée du 28 novembre 2016, la forme standard du tableau périodique comporte 118 éléments allant de l'hydrogène à l'oganesson. Suivant une ligne appelée période, les éléments de même couche de valence sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique Z. Et suivant une colonne appelée groupe aux familles, les éléments de même configuration électronique externe sont classés dans l'ordre croissant de Z. Le tableau périodique se compose de 18 familles et de 7 périodes. Les familles sont désignées par des chiffres romains suivis d'une lettre A ou B. La lettre A ou B est attribuée au groupe selon la couche externe. La lettre A si la couche externe est NS-NP. La lettre B si la couche externe contient la sous-couche D. Les chiffres romains 1, 2, 3, etc. indiquent le nombre d'électrons de valence. Le tableau périodique se compose de 4 blocs, selon la nature de l'orbital atomique de la couche externe en cours de remplissage. Dans le bloc S, l'orbital atomique NS est en cours de remplissage. Les éléments de ce bloc présentent la configuration électronique type de la couche externe NSX avec X égale à 1 ou 2. Pour le bloc P, les éléments de ce bloc présentent la configuration électronique type de la couche externe NS2-NPX, avec X prend les valeurs de 1 à 6. Quant au bloc D, l'orbital atomique N-1D, en cours de remplissage, appelé aussi bloc des éléments de transition, les éléments de ce bloc présentent la configuration électronique type de la couche externe N-1DX, NSY. X prend les valeurs de 1 à 10 et Y égale à 1 ou 2. Pour le bloc F, l'orbital atomique N-2F, en cours de remplissage. Les éléments de ce bloc présentent la configuration électronique type de la couche externe N-2FX, N-1D1, NS2, avec X prend les valeurs de 1 à 14. Quant aux familles ou groupes du tableau périodique, il y a le groupe 1A, appelé famille des alcalins de couche externe NS1, à l'exception de l'hydrogène. Ils sont en général des métaux mous, très réactifs au contact de l'eau. Le groupe de A, appelé famille des alcalinotéreux de couche externe NS2. Ils sont assez réactifs à température et pression ambiante et ils conduisent principalement à des composés ioniques. Le groupe 7A, appelé famille des halogènes de couche externe NS2-NP5. Ils sont extrêmement réactifs et corrosifs, avec des propriétés désinfectantes. Le groupe 8A, noté aussi groupe 0 ou O, appelé famille des gaz inertes ou gaz rares de couche externe NS2-NP6. Les éléments de ce groupe se trouvent généralement à l'état monoatomique du fait que leur couche externe est saturée. Ceci leur confère donc une grande stabilité chimique.
Ils ont la propriété de produire de la lumière colorée. Les groupes de 1b à 8b, de 3 à 12, contiennent les éléments de transition, dont la configuration électronique de la couche externe est n-1dx, ns2, avec x varie entre 1 et 10. Ils contiennent le groupe des triades 8b. Ces éléments sont solides dans des conditions normales de température et de pression. C'est de bons conducteurs de l'électricité et elles possèdent de bonnes propriétés catalytiques. Les propriétés physiques et chimiques d'un élément sont liées au nombre d'électrons et à la configuration de la couche de valence. Un grand nombre de ces propriétés est lié à la taille du rayon atomique. Notons d'abord que le rayon atomique, R1, correspond à la moitié de la distance séparant deux atomes identiques liés par une liaison covalente simple. La valeur de RA dépend de la charge du noyau et du nombre de couches, n, autour du noyau. Le rayon atomique de l'hydrogène prend ainsi la valeur de 0,28 angstrom, vu que la distance qui sépare deux noyaux est de 0,56 angstrom. Pour comprendre le sens de variation du noyau atomique le long d'une période ou d'une famille, on prend les deux exemples suivants. Le premier serait le bore, le carbone et l'azote. En passant du bore au carbone puis à l'azote, la charge du noyau et le nombre d'électrons de la couche périphérique augmentent sans augmentation du nombre de couches. De ce fait, la force d'attraction entre le noyau et les électrons s'intensifie et par conséquent, le rayon atomique diminue. Le long d'une colonne de haut en bas, ça veut dire dans le sens chlore, brome, iode, le nombre de couches électroniques augmente et le nombre d'électrons de la couche périphérique reste le même. Donc, le rayon atomique Ra augmente. Pour généraliser ce raisonnement, le rayon atomique augmente le long d'une période de droite vers la gauche et le long d'une colonne de haut en bas. Passons maintenant à une notion proche, mais pas semblable, qui est le rayon ionique Ri. Elle est définie aux états cationiques ou anioniques. En passant de l'état neutre à l'état cationique, on assiste à une diminution du volume du nuage électronique, car l'atome perd un ou plusieurs électrons. À titre d'exemple, le rayon du lithium à l'état neutre est de 1,34 angstrom. Il passe à 0,68 angstrom pour L et plus. L'inverse arrive pour l'état anionique. Le nuage électronique augmente car l'atome gagne un ou plusieurs électrons. Le rayon ionique de O2- devient égal à 1,4 angstrom, alors que le rayon atomique de O est de 0,74 angstrom. Voyons maintenant comment varie l'énergie d'ionisation. On la définit d'abord comme étant l'énergie qu'il faut fournir à un atome à l'état gazeux ou isolé pour lui extraire un électron. Il s'agit donc de l'équation X donne X plus un électron. L'énergie d'ionisation est positive car elle sera absorbée par l'atome. Le long d'une période du tableau périodique, l'énergie d'ionisation augmente de gauche vers la droite car le rayon atomique diminue et les électrons se trouvent plus retenus par le noyau. Il est évident qu'on doit fournir plus d'énergie à un atome pour lui arracher un électron. Les énergies d'ionisation du lithium et du fluor en sont des exemples. Le long d'une colonne de haut en bas, les électrons sont moins retenus car ils sont plus éloignés du noyau de l'atome. L'énergie d'ionisation diminue donc. On passe, à titre d'exemple, de 5,39 électronvolts pour le lithium à 3,89 électronvolts pour le césium. Pour la propriété affinité électronique, qui correspond à l'énergie libérée par un atome à l'état gazeux lorsqu'il capte un électron, cette énergie est négative car elle est libérée. L'affinité électronique présente une variation irrégulière dans la classification périodique, mais
on peut dire au moins que les halogènes ont une affinité électronique élevée, en valeur absolue, car elles captent facilement un électron pour avoir la structure électronique des gaz rares. À titre d'exemple, la valeur absolue de l'affinité électronique du fluor est de 3,45 électronvolts. Les alcalins ont une affinité électronique faible, en valeur absolue, car ils ne captent pas facilement un électron pour compléter l'orbital atomique ns. La valeur absolue de l'affinité électronique du lithium est de 0,82 électronvolts. L'électronégativité qu'on note Xi est la tendance que possède un atome pour attirer les électrons. Un atome moins électronégatif est dit électropositif. Notez bien qu'il n'est pas considéré comme une énergie. L'électronégativité d'un élément peut être calculée selon plusieurs échelles. Échelle de Millikan, échelle de Pauling ou échelle d'Allred et Rochow. Millikan considère que l'électronégativité d'un élément correspond à la moyenne arithmétique entre l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique en valeur absolue. Pour l'échelle de Pauling, le caractère ionique pour une molécule AB est dû à la différence d'électronégativité entre les atomes A et B. Par conséquent, l'énergie de dissociation de la molécule AB est supérieure à la moyenne géométrique des énergies de dissociation des molécules A2 et B2. Pauling suppose que delta Xi est égal à la racine carrée de l'énergie de dissociation de la molécule AB moins la racine carrée du produit des énergies de dissociation des molécules A2 et B2. Dans cette formule, les énergies sont exprimées en électronvolts. Donc, à l'aide des énergies standards de dissociation des molécules AB, A2 et B2, on peut calculer la différence d'électronégativité entre les deux atomes A et B. En fixant la valeur de l'électronégativité du fluor à 3,98 comme référence pour l'échelle de Pauling. L'électronégativité des autres atomes peut être calculée en utilisant la relation de Pauling. Pour la troisième échelle, Allred et Rochow ont relié l'électronégativité à la force d'attraction exercée par la charge effective du noyau sur un électron supplémentaire, Z effectif, comme dans le cas de la relation de Slater. Xi est égal à 0,359 fois Z effectif au carré sur R au carré plus 0,744. Pour les variations de l'électronégativité des éléments d'une même période du tableau périodique a tendance à croître avec le numéro atomique, car la charge électrique du noyau atomique augmente et interagit davantage avec les électrons de valence. En revanche, l'électronégativité des éléments chimiques d'un même groupe du tableau périodique a tendance à décroître lorsque le numéro atomique croît, car le noyau atomique tend alors à s'éloigner des électrons de valence, qui sont davantage écrantés par les électrons du cœur. Le minimum est donc à rechercher en bas à gauche du tableau, au niveau du francium, tandis que le maximum se trouve en haut à droite, au niveau du fluor.